Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo orientée sport pour répondre à certaines interrogations qui me sont faites régulièrement et à une question qui m'a été posée récemment sur ma chaîne YouTube sur la possibilité de concilier un régime cétogène avec une activité sportive, on va dire cardio. Alors j'entends cardio au sens où on monte dans les fréquences cardiaques, on va monter dans les tours entre guillemets, et où on va piocher massivement dans les filières anaérobies. Alors, évidemment, derrière cette question se posent toujours des angoisses enfin des inquiétudes, on va dire plutôt, sur la capacité à produire un effort intense quand on est sous régime cétogène et donc quand on a des réserves glucidiques, notamment en glycogène, qui sont limitées. Donc, j'explique très simplement. Évidemment, le sportif s'auto-adapté, on comprend très bien que vu qu'il a l'habitude et qu'il est obligé, entre guillemets, de tourner beaucoup plus sur le métabolisme des lipides, il est plus efficient dans le recrutement des lipides, ça va plus vite et c'est plus intense. Mais est-ce que ça suffit ou non à compenser la baisse quand même des réserves de glycogène, notamment lorsque l'on effectue un exercice cardio, typiquement du fractionné? Alors, le plus simple pour avoir cette question, finalement, c'est de faire une petite métaphore. Imaginez que vous vouliez faire une sortie en vélo et que vous avez le choix entre un vélo électrique ou un vélo de course. Alors, si vous avez 50 km à faire sur du plat, entre guillemets, vous allez vous rendre. Enfin, moi, j'ai déjà testé. Ce qui se passe, c'est que le vélo électrique, c'est super, ça vous emmène très rapidement à la vitesse où il est bridé, c'est à 25 km/h. Et quand vous voulez accélérer encore, ça devient quand même très compliqué, surtout parce qu'il y a déjà le poids du vélo, il y a la résistance de l'air à vaincre et tout. Enfin, les kilomètres heure que vous voulez rajouter au-dessus sont complexes. Et au final, quand je prends un vélo de course, quand je prends un vélo électrique, genre je vais réussir à me faire 30 à l'heure de moyenne. Je vais prendre un vélo de course, je vais être aussi à 30 à l'heure. C'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Moi, je trouve que finalement, ça ne change pas énormément le niveau de performance quand on est en régime cétogène ou pas, sur en tout cas un grand nombre d'exercices un petit peu classiques, un petit peu, enfin voilà, pas forcément les trucs les plus extrêmes. Maintenant, si je veux faire une sortie en vélo qui est longue, je sais pas, je vais faire 100 km en vélo et je sais que l'autonomie de mon vélo électrique, elle est que de 60 km. Là, du coup, forcément, on va se dire, si mon objectif c'est de performer, vaut mieux que je prenne un vélo de course parce que un vélo électrique c'est très bien, mais une fois qu'il est vide au niveau des batteries, vous peinez énormément. Alors que avec le vélo de course, vous allez beaucoup moins souffrir sur les 40 derniers kilomètres. Et maintenant, voilà, on arrive à la partie qui me concerne. Si je fais des courses de côte, si je veux monter l'Alpe d'Huez, entre guillemets, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je prenne? Là, soyons honnêtes, d'ailleurs j'habite en Isère, donc on voit ça de plus en plus régulièrement, ça énerve un petit peu certains puristes du cyclisme. C'est vrai qu'avec un vélo électrique, c'est quand même beaucoup plus simple, ça vous aide grandement à monter la côte. Alors évidemment, tant que vous avez suffisamment de batterie et que vous êtes... voilà. Mais si vous avez une bonne charge de batterie, c'est vrai que ça va beaucoup vous aider. Et globalement, je dirais que si vraiment c'est un objectif de performance, il vaut mieux prendre le vélo électrique que le vélo de course. Bon. Maintenant, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais c'est parce que là, il y a quand même un truc qui me chiffonne, là je vais faire une deuxième comparaison. C'est quand vous faites votre exercice à votre fractionné à haute intensité, vous avez aussi besoin énormément d'oxygène. Vous êtes en détresse cardio-respiratoire en général à ce moment-là. Enfin moi en tout cas j'y suis, donc j'espère que si vous entrez sérieusement, vous y êtes aussi. Donc vous avez besoin massivement d'oxygène. Pour autant, quand vous voyez, et ça se développe beaucoup parce que les accessoires se sont démocratisés, quand vous voyez des sportifs de haut niveau en général, des footballeurs, des cyclistes, des boxeurs, etc., s'entraîner avec des systèmes qui simulent l'altitude. Donc c'est des systèmes de masques à oxygène qui vont vous donner comment dirais-je, de l'air avec une pression partielle en oxygène qui est moindre. Donc ça, c'est là, on simule vraiment l'altitude. C'est pas comme les petits training masks qu'on peut acheter et qui sont en fait des palliatifs. C'est pas du tout la même chose. Le training mask, ça simule entre guillemets un déficit de capacité à amener de l'air, mais c'est quand même pas la même chose. Quand vous voyez un sportif utiliser ce genre de système, alors je pense par exemple, la marque la plus à la mode, à mon avis, enfin à mon sens, c'est Hypoxico. Quand vous les voyez utiliser ça, vous vous dites pas, mais ils sont idiots ces gens-là,
ils s'entraînent avec des pressions partielles en O2 dans l'oxygène, dans l'air qu'ils respirent très faible, c'est pas du tout adapté à l'entraînement qu'ils sont en train de faire. Non, vous comprenez bien que ils sont en train de s'imposer une contrainte pendant leur entraînement, qu'ils vont enlever le jour de la compétition, dans l'idée, et en général là pour le coup ça marche très bien pour les systèmes de déficit d'oxygène, enfin de pression partielle en oxygène, euh, que le jour de la compétition, ils vont avoir justement plus de globules rouges, le corps va s'être adapté, et ça va leur permettre d'avoir une performance meilleure. Le régime cétogène, j'ai envie de dire, c'est pareil. Ça peut être tout à fait pertinent de s'entraîner en conditions suboptimales avec un régime cétogène où effectivement vous allez avoir des réserves de glycogène, et notamment de glycogène musculaire, qui vont être plus basses en tout cas. Vous inquiétez pas, vos performances vont pas s'effondrer, mais c'est vrai que c'est quand même plus dur. Et puis le jour où vous avez vraiment besoin, vous avez une compétition, vous voulez faire quelque chose voilà, vous voulez faire vraiment une performance, et ben vous rechargez en glucides la veille ou le matin même, et puis vous allez pouvoir compenser. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête selon moi. Pas se poser la question de s'inquiéter si on va tomber. Alors vous n'allez pas tomber d'hypoglycémie pendant vos entraînements, vous n'allez pas vous effondrer non plus en termes de performance, vous n'allez pas être ridicule. Mais peut-être que vous allez être effectivement sur des exercices de fractionné, vous allez être un peu moins performant qu'à l'accoutumée. Pour autant, moi ça a du sens à l'entraînement. Enfin, je veux dire, j'en ai fait un petit peu de boxe quand j'étais plus jeune. Je me rappelle, les gens, enfin, moi je servais un peu de sparring, et les gens, les vrais, entre guillemets, qui se préparaient pour des combats et qui boxaient face à moi, ben, ils faisaient du fractionné avant de monter sur le ring contre moi. Donc c'était, enfin, ils partaient avec du handicap justement pour les préparer aux difficultés et qui vous allez avoir pendant le combat. Donc c'est un peu le même principe. Vous pouvez très bien vous imposer des contraintes supplémentaires. Deux choses que j'aimerais rajouter là rapidement, simplement, c'est que il faut l'analogie du vélo électrique elle est assez intéressante aussi, c'est que faut pas perdre de vue que souvent sur les exercices de HIIT, de fractionné, un des facteurs limitant la récupération, c'est justement cette capacité à recharger les batteries. Parce que les réserves de glycogène, une fois qu'on les a épuisées, il faut en moyenne 24 à 48 heures pour les recharger. Alors qu'évidemment, si vous avez un vélo de course pour le coup, si vous faites l'alpiniste avec un vélo de course, vous n'avez pas besoin de le recharger. Vous pouvez repartir le lendemain, c'est pas un facteur limitant de votre récupération. Et c'est vrai que moi j'ai pu constater qu'avant je faisais 2 à 3 séances de fractionné dans la semaine, à haute intensité. Là maintenant je peux en faire plutôt 3 ou 4. Donc finalement, même si je suis peut-être descendu d'une marche au départ dans mon potentiel de performance, bah, peu ou prou, avec la céto-adaptation et puis avec la capacité supplémentaire de travail que ça me donne de ne pas être dépendant justement de ce réservoir de glycogène, enfin d'être moins dépendant, bah, finalement ça s'équilibre assez bien. Et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais vraiment aussi faire un focus, c'est euh, attention quand même à ne pas vous imposer trop de contraintes. C'est-à-dire que, moi, je veux dire, il faut vous poser la question pourquoi vous voulez faire un régime cétogène. Si, par exemple, là, je pense, vu que la question vient de quelqu'un qui fait de la boxe, si c'est un besoin pour faire une coupe de poids, pour descendre une catégorie, et que enfin, la personne n'y arrive pas par des moyens entre guillemets conventionnels, parce qu'il y a quand même d'autres moyens de perdre du poids que le régime cétogène, ne mentons pas. Donc ah ben, pourquoi pas je veux dire, mais s'il n'y a pas vraiment de besoin, si c'est juste comme ça, enfin voilà, enfin, ça dépend de la motivation qu'il a à faire un régime cétogène. Et sachant qu'il faut faire quand même attention, moi j'ai vu ça pas mal de fois, des gens qui s'entraînent dur, mais qui utilisent entre guillemets l'alimentation classique pour apporter aussi du réconfort, pour apporter du plaisir, pour se récompenser entre guillemets des efforts intenses qu'ils ont produits à l'entraînement. Et enfin voilà, j'ai vu des sportifs. Alors au début, on se dit c'est dommage. Enfin, j'ai vu des sportifs faire des efforts terribles à l'entraînement et après c'est pizza et billard quoi. Et ils étaient quand même très performants. Hein. Mais on peut pas s'empêcher de se dire ouais mais c'est quand même dommage parce qu'il capitalise pas totalement les efforts qu'il peut faire à l'entraînement. Il n'a pas une nutrition totalement adaptée, etc. Oui, et en même temps, si on le met à carotte râpée et flotte après l'entraînement, et ben en fait, il s'effondre complètement parce que du coup, il a besoin de cette récompense, il a besoin de ce plaisir alimentaire-là pour soutenir le volume d'entraînement et l'intensité de l'entraînement qu'il s'impose par ailleurs. Donc attention quand même, regardez bien enfin, réfléchissez bien à ce que vous êtes capable d'encaisser
en plus déjà d'un entraînement intense que vous vous imposeriez. Moi, très honnêtement, hein, je veux dire, si j'avais pas le spectre de ma maladie derrière, je suis pas convaincu que je maintiendrais une telle contrainte alimentaire en plus de mes entraînements. Enfin, je suis pas convaincu que j'y arriverais. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre aussi? C'est vrai qu'on le voit, hein, je veux dire, par rapport enfin, il y a un certain nombre de sportifs de haut niveau qui, alors je ne dirais pas qu'ils vont forcément jusqu'au régime cétogène, mais qui, en période de préparation d'une compétition, vont restreindre énormément les glucides. Alors effectivement, on parle de Christopher Froome, je connais pas bien l'alimentation de ce champion-là. On entend sur certains sites qui font la promotion du cétogène qu'il aurait un régime cétogène. Je veux bien croire que entre les périodes de compétition, il adopte une alimentation pauvre en glucides justement pour optimiser sa capacité à métaboliser les lipides. Mais soyons clairs, quand il est sur le Tour de France et qu'il tourne à 10 000 calories jour, il est sûrement pas en régime cétogène. Hein. Il mange massivement des glucides. Mais voilà, il joue sur les deux tableaux. Il distingue bien la période d'entraînement de sa période de compétition. J'ai même lu récemment, ça me fait penser, c'est le préparateur physique de Kevin Mayer, notre champion de décathlon, qui expliquait un peu ça aussi, qu'il avait, enfin alors je ne dirais pas qu'il était jusqu'au régime cétogène, mais qu'il avait astreint Kevin Mayer à un régime très pauvre en glucides pour justement le faire perdre du poids, parce que du coup il était, je sais plus, il était à quasiment 15% de masse grasse quand il l'a récupéré au départ, et il l'a fait descendre à 8. Alors à 8, attention, ça commence à piquer, hein. Descendre à 8% de masse grasse, c'est quand même pas évident. Euh, en restreignant énormément les glucides. Et après, effectivement, bah derrière, le jour des compétitions, ça m'étonnerait qu'il n'inverse pas totalement tendance et qu'il ne lui donne pas massivement des glucides pour alimenter sa performance lorsqu'il en a besoin le jour J de la compétition. Donc voilà la réponse courte, entre guillemets, que je voulais faire. Posez-vous bien les bonnes questions. Le régime cétogène, oui, ça va être une contrainte, mais ça peut être une contrainte très intelligente à s'imposer. Je dis pas que ça va être génial, que ça va faire exploser les performances. Je dis pas, je vous dis aussi de ne pas vous inquiéter, vous n'allez pas vous effondrer non plus. N'ayez pas peur de tester. Vous allez avoir sans doute 5-6 semaines de céto-adaptation où ça va être un peu compliqué de gérer à la fois l'entraînement et le régime alimentaire. Mais à passer ce délai-là, moi je vous dis, j'ai encore fait du fractionné ce matin au ski erg, du coup, d'un protocole classique, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, répété 8 fois. Et ben franchement, j'arrive à avoir de bonnes performances, alors par rapport à mes capacités à moi et à la façon dont je me connais. Voilà tout ce que je voulais dire, et pour répondre à ces interrogations-là. Alors, bonne journée, et puis bon entraînement pour ceux qui veulent faire du fractionné, et surtout, allez, moi je vais faire une petite dédicace, parce que là je m'entraîne, avant je m'entraînais beaucoup tout seul, maintenant je m'entraîne en salle, et je vois beaucoup de gens qui, soi-disant, font du HIIT, du High Intensity Interval Training. Pensez que dans High Intensity Interval Training, il y a aussi High Intensity. C'est-à-dire que moi, quand je finis mon entraînement de fractionné, je suis par terre et je suis vraiment pas bien, et je les vois des fois descendre de leur vélo ou du rameur après un entraînement soi-disant hit, et dire ah là là, c'était dur, on a bien, hein, on s'est bien donné. Alors que moi, j'arrive même pas à parler, je suis quasiment le cœur au bord des lèvres, comme on dit. Donc posez-vous des questions si vous faites du fractionné et que quand vous finissez, vous êtes capable, ne serait-ce que de vous tenir debout. Moi je trouve ça suspect. Voilà, allez, bonne journée à tous.